Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus pour ce vernissage de cette belle exposition Sport et Shoah. Nous sommes mercredi soir, donc merci à ceux qui sont là. Et on va pouvoir bénéficier vraiment de la présence de Renée Drebel-Soussan. C'est notre historienne préférée, c'est notre meilleure historienne communautaire. Elle a été distinguée quand même récemment avec une médaille. Alors c'est une médaille de l'engagement associatif. Est-ce que non, citoyen exemplaire. Alors, citoyenne exemplaire, et je vais lui passer la parole très vite parce que nous savons tous ô combien exemplaire elle est. Sport et Shoah, d'abord, c'est un thème qui pour nous nous remplit d'émotions. Pourquoi il nous remplit d'émotions? Avec Martine Yana, notre directrice, nous étions lundi soir à l'Institut italien où nous étions en partenariat avec eux et nous recevions Francesco Lotto, qui est un musicien virtuose, un pianiste virtuose, qui a fait comme œuvre de sa vie le vœu, et c'est ce qu'il fait depuis 30 ans, c'est de redonner vie à la musique composée dans les camps de concentration. Et donc il est parti à la recherche de ces partitions oubliées, de ces artistes non reconnus, et il leur a donné vie en faisant des concerts et des disques. Eh bien, il nous disait, et je pense que Sport et Shoah, tu en parleras bien sûr beaucoup mieux que ce que je pourrais en parler, ma chère Renée, mais ces musiciens-là disaient que leur façon de rester vivant, c'était de continuer à créer, et que Francesco Lotto disait la meilleure façon de leur rendre hommage, c'est de redonner vie à cette musique qui leur a permis de considérer qu'ils restaient vivants. Alors, le sport et la Shoah, on a eu une activité ici au Centre Flegg, on avait ce superbe film, Victor Youn Pérez, ce grand boxeur qui était un athlète hors pair, et qui eh bien, a eu un destin assez connu et qui effectivement amusait ces geôliers nazis, mais c'était un vrai athlète. Et c'est toujours émouvant de voir que dans des contextes les plus difficiles, eh bien, la vie est prioritaire, et que ces artistes et ces athlètes, eh bien, leur façon de rester vivants, c'était de continuer à pratiquer leur art ou leur sport. Voilà. Mais je vais donner la parole bien sûr à Renée Drebel-Soussan. Merci de nous confier cette expo, d'ailleurs, on vient de m'en parler, parce que j'étais avant à la mairie de Marseille pour les vœux au monde associatif. Et cette expo a eu un très grand succès, un beau retentissement à la ville de Marseille. Tu vas en parler. En tout cas, merci d'être là, merci à vous. Voilà. Merci Raymond, merci beaucoup. Bon, alors, ce que je vais faire ce soir, c'est pas vous commenter l'exposition, parce que vous pourrez la voir, la revoir et vous en imprégner. Mais c'est essayer d'apporter des compléments d'information à cette exposition, parce que lorsqu'on fait une exposition, on ne peut pas tout mettre, c'est pas possible. Donc, je dirais en introduction que l'histoire du XXe siècle peut se mesurer à l'aune du sport, parce que c'est à travers le sport qu'on peut voir l'évolution, par exemple, de l'Europe occidentale, jusqu'à nos jours. Le sport est un élément fondamental de l'évolution de ce territoire. Donc, et pourquoi la Shoah? Alors, je dis simplement que cette exposition a été faite par ARES, par l'association ARES, qui veut dire Association pour la recherche et l'enseignement de la Shoah, et que nous avons travaillé pratiquement 1 an, et même 2, pour arriver à ce résultat. Alors, je vais commencer par ce qui n'est pas dans ces panneaux. Je vais commencer par vous expliquer comment on peut faire une exposition qui soit fiable. Parce que si on se contente de regarder Internet, Wikipédia et tutti quanti, c'est vrai qu'on peut s'enrichir beaucoup, mais il faut vérifier, croiser les sources pour être sûr de ne pas dire de conneries.
Et c'est important, ça. Je t'ai choqué, excuse-moi. Je ne vais pas dire conneries. Rien ne me choque. Non, non, c'est pas lui, je ne pas. Ah, lui, c'est pas moi qui a choqué, c'est la caméra. Je n'oublie pas sa caméra. C'est le mot le plus qui me vient à l'esprit. Donc, des sources archivistiques, moi je m'en suis beaucoup servi pour les photos, pour les textes. Et donc, j'ai consulté d'abord les archives départementales des Bouches-du-Rhône pour ce qui est de la région de Marseille. Parce qu'aux archives municipales, très peu de choses sur le sport pendant la Shoah, très peu. En plus, on n'a pas toujours en face de soi des gens qui sont disposés à nous aider aux archives municipales. Ensuite, Marie-Antoinette Pastor, qui a fait le panneau consacré aux Jeux olympiques, s'est adressée pour ça au Comité international olympique qui se trouve aujourd'hui à Lausanne et qui est devenue une association internationale qui possède toutes les sources que vous voulez sur le Comité international des Jeux olympiques. Et, chose non négligeable, ils envoient leurs photos en haute définition gratuitement. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il m'est arrivé de payer une photo 60 €. Une photo. Donc, vous voyez qu'il y a derrière ça, il y a un coût d'une exposition. Ensuite, nous avons essayé de nous adresser aux organisations israéliennes. Et là, j'ai découvert quelque chose que peut-être vous ne savez pas, c'est qu'il y a à Natania un organisme qui s'appelle International Jewish Sport Hall of... Voilà, le Wingard. C'est le Wingard. Mais c'est un organisme international, bien que situé en Israël, qui délivre des certificats d'internationalité. Quand un sportif est nommé par cet institut, il est reconnu de manière internationale. On s'est adressé exactement aussi à Beth-Thérésine. Beth-Thérésine, c'est un musée et c'est aussi une source d'archives. Mais là, c'était très difficile parce que les photos qu'ils nous envoyaient n'étaient pas en haute définition et donc il y avait des problèmes. Et là, je dois remercier la consul d'Israël, mon amie Anita Mazor, qui m'a aidée parce qu'elle m'a traduit, c'est en hébreu. Et donc, elle m'a traduit tout ce que j'avais besoin de traduire. Puis, bien sûr, le mémorial de la Shoah à Paris, ça vous connaissez, le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem aussi. Et puis, j'ai eu la surprise de découvrir une mine de renseignements dans un musée à Munich. Mais vraiment très, très important. Et donc, c'est en faisant comme ça des recherches qu'on tombe parfois sur des sources extrêmement importantes. Le musée juif de Berlin, le mémorial de Washington, mémorial de l'Holocauste à Washington, avec lequel c'est pas la première fois que je travaille, donc ils me connaissent et ils m'ont envoyé beaucoup de renseignements que j'avais demandé. Le seul problème, c'est que c'est payant. Donc ça limite un peu dans les choix. Et puis, on a aussi travaillé sur les archives du YIVO, mais les archives du YIVO ont été photocopiées et envoyées au mémorial de Yad Vashem et au mémorial de Paris, au mémorial de la Shoah. Et enfin, l'INSEP, c'est l'Institut National de Sport, et
Alors eux, c'est extrêmement difficile. On est obligé de pirater les choses parce qu'ils n'envoient pas facilement les photos, ils ne les envoient pas, ou alors ils les font payer très très cher. Et ça, c'est un handicap pour celui qui veut faire une expo comme ça, sans beaucoup d'argent derrière soi. Et enfin, il nous est resté les archives familiales. Alors là, on en a collecté pas mal, et notamment Ghislaine, qui connaît bien Noah Klieger. Eh bien, elle s'est chargée de nous apporter quelques éléments là-dessus. Ghislaine, Lina, et puis il ne faut pas que j'oublie, je ne la vois pas, donc Nicole. Voilà pour la présentation des archives. Mais si vous avez une question... Vous auriez pu aussi utiliser une autre source. C'est le musée du Maccabi World Union. Oui, je l'ai utilisé. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai utilisé. Et qui est très important aussi. Mais les photos sont en général pas de très bonne qualité. Mais le texte est très important. Si besoin est, je vais tous les ans là-bas. Ah oui? Je peux ramener des documents. Ah oui, volontiers, monsieur. Vous me laisserez votre... Oui, pas de souci. Oui, vous me laisserez vos coordonnées. Merci beaucoup de votre proposition que je retiens immédiatement. Le Maccabi, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Mais j'ai eu beaucoup de gens du Maccabi qui sont venus pour la première présentation. Il était là... Quand on n'était pas disponible pour la première ouais, il était là un grand nombre, vraiment. Et c'est un membre d'Arès, la famille Soussan. C'est ça. L'ex-trésorière d'Arès qui les a ramenés. Merci beaucoup. Donc voilà, mais je m'en suis servi quand même. Alors, je vais démarrer avec une première vision. C'est la vision des sportifs, du monde sportif juif avant la Shoah. Parce qu'on vit sur un stéréotype qui est un peu faux. Le stéréotype qui est un peu faux, c'est de croire qu'il y a une antinomie entre juifs et sport. Et on pense généralement que le sport n'a commencé d'exister qu'avec l'émancipation des juifs. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. On peut dire qu'il y avait des sportifs dans l'Antiquité juive, mais il y avait surtout un monsieur qui a inventé en quelque sorte la boxe. C'est un Anglais au XVIIe siècle, et c'était un juif anglais. Donc c'est vous dire que ça remonte loin. Mais il faut dire aussi une autre chose, c'est que ce vont se développer énormément les clubs sportifs juifs à partir d'une pensée politique. C'est le politique qui pousse le sport. Qu'on soit communiste, qu'on soit bundiste ou qu'on soit sioniste. Et on retient l'idée. Alors pourquoi ? Parce que dans cette Europe occidentale de la fin du 19e, où naît la pensée politique sioniste avec Herzl, il y a une ambiance hygiéniste. Est-ce que vous avez entendu parler d'hygiénisme? Oui, non, dites-moi, j'avance comme ça. Oui? Oui. Bon, alors il y a cette pensée hygiéniste qui fait que il y a une représentation du juif comme étant un pauvre air qui n'est pas très développé sur le plan corporel, qui est sale, qui est pauvre, etc. Ça, c'est l'idée générale. Donc, pour rénover tout ça, pour faire du juif quelqu'un de mieux, on va penser au sport. Et d'où l'idée d'un Max Nordau, je vais vous lire ce qu'il raconte. Nous devons inspirer, j'ouvre une parenthèse, c'est la pensée hygiéniste qui a donné naissance à des groupes comme l'OSE, qui vont ensuite se répandre dans toute l'Europe. Donc, voilà ce que disait
Nordau, nous devons aspirer à créer de nouveau un judaïsme du muscle. Nous devons devenir de nouveau des hommes au torse saillant, avec des corps d'athlètes, au regard hardi, et nous devons élever une jeunesse agile, souple, musclée, qui se doit de se développer à l'image de nos ancêtres. Et là, référence au passé, Hasmonéens, Maccabées et Bar Kokhba. Donc, si vous enlevez la dernière référence, tout le discours, c'est un discours eugéniste qui se rapproche, si on pousse la provocation, du discours fasciste ou du discours nazi. Il y a un croisement entre les deux. Donc je disais que c'est la pensée politique qui va porter ce culte du sport et qui va donner naissance à ces clubs dans le monde, qu'ils soient séfarades ou qu'ils soient ashkénazes. Parce que souvent on pense aux clubs sportifs ashkénazes, Maccabi, Alcoa, mais on ne sait pas que dans le monde séfarade, il y avait aussi des clubs sportifs. Alors ce Maccabi, soutenu par la pensée sioniste, il date du début du XXe siècle, avec création d'une union mondiale Maccabi, et en 1937, ces différents groupes qui ont été regroupés et créent ce Maccabi qui regroupe environ 200 000 membres de 27 pays répartis un peu partout dans le monde. D'où l'idée, dans ces groupes Maccabis, l'idée de créer ce qu'on a appelé les Maccabiades. Elles existent encore, les Maccabiades. Et ces Maccabiades, eh bien, c'est après le refus des autorités mondiales du sport de reconnaître l'union des Maccabis, un des directeurs a demandé de créer les Jeux olympiques juifs. Donc, ces Maccabiades sont les Jeux olympiques juifs. Évidemment, ça devait se passer en Palestine. La Palestine était un mandat britannique, donc autorisation, bien sûr, à demander aux autorités britanniques qui acceptent à condition que participent aux Jeux les Arabes. Ce que le Maccabi a accepté, et du 28 mars au 6 avril 1932, il y a ces premiers Jeux avec défilé de 390 athlètes représentant 18 pays et 1500 gymnastes, et le tout est ouvert par une parade, et on voit Meir Dizengoff, qui était le maire de Tel Aviv, qui caracole sur un beau cheval blanc devant la parade. Voilà, ça c'était les premières Maccabiades. Après, en 1935, il y en a eu d'autres, et bien sûr, voilà. Alors ça c'est le Maccabi. Alors on est frappé, regardez cette belle affiche des Maccabiades de 1935 que vous avez. Je ne peux pas l'utiliser, il n'y a pas quelque chose de montrer. Il y a un pointeur. Où il est le pointeur? Il suffit d'appuyer là. Oui. Voilà, ici. Et ici, vous avez des jeunes athlètes qui représentent athlètes sionistes, qui montrent leur beau drapeau lors d'un événement. Et enfin, le Maccabi n'est pas le seul club, tant s'en faut, il y a aussi plusieurs autres clubs. Donc ici encore une manifestation du Maccabi, et je vous dirai tout à l'heure, je vous parlerai des femmes tout à l'heure. Mais là, vous voyez déjà une première vision avec des femmes. Hein. On voit des hommes et des femmes. Et évidemment, cette magnifique photo
qui est superbe, qui montre et qui en fait peut être analysé comme une image de propagande. Alors, je vais passer à un deuxième club qui est aussi célèbre que le Maccabi, et sinon plus, c'est l'ACOA. L'ACOA de Vienne. ACOA veut dire la force. Et donc, Coar. Et donc, à Vienne a été créé ce club de l'ACOA. Alors, je vais passer rapidement. Il est très connu, le club de l'ACOA de Vienne, parce qu'il va devenir champion mondial de foot dans les années 20. Et au point que, ils vont faire une tournée dans beaucoup de pays d'Europe et d'Amérique, et quand ils vont aux États-Unis, il y a une partie des gens qui restent sur place. Et évidemment, ça va coûter cher au club ACOA. Mais en tout cas, dans les années 20, l'ACOA de Vienne est tellement célèbre que les clubs européens qui ne sont pas juifs s'arrachent leurs joueurs. C'est un peu ce qui se passe de nos jours quand on achète un joueur. Voilà les fondateurs de l'ACOA que vous avez ici. Ici, un diplôme qui est décerné par... Et ici, les champions de l'ACOA en 1925. Et grande a été ma surprise quand j'ai vu que dans ces clubs d'Occident, pas d'Orient, pas séfarade, dans les clubs ashkénazes, grande a été ma surprise de voir qu'ils étaient d'avant-garde parce qu'il y avait des équipes féminines de sport. Notamment, cette équipe féminine de foot, il fallait le faire, hein, nous sommes en 1930, hein, en Tchécoslovaquie. Jouer avec le talon. Les talons et les chapeaux. Non, là, bien sûr, elle pose. Hein. Et là, c'est une équipe bulgare de gymnase, et elle pose en costume de marin, c'était la mode, hein, pour montrer leur beauté. Ici, une parade des femmes au Maccabi en 1936, à Bialystok. Voilà. Donc, les femmes avaient aussi leur place, au point que, je répète, il y avait une équipe de foot féminine. Et nous passons au monde séfarade. Monde séfarade, parce que, par exemple, prenons le cas du monde du Maccabi, il va se développer autant dans les pays ashkénazes que dans les pays séfarades. Alors ici, c'est le Maccabi au Caire. Le monde séfarade a une spécialité. Une spécialité, c'est que, en fait, il est, puisque vous savez que surtout le monde d'Afrique du Nord, quand je parle des séfarades, ce que j'ai retrouvé, parce que j'ai expliqué tout à l'heure à une amie que je n'avais pas tout mis parce qu'il n'y avait pas de photos, je n'arrivais pas à trouver de photos. Donc, ce que j'ai choisi de montrer, c'est essentiellement l'Afrique du Nord. Alors, l'Afrique du Nord, qui est donc colonisée par les Français, soit sous forme de protectorat, soit sous forme de colonie, subit les aléas de la politique coloniale du pays occupant. Et donc, il y a d'abord une lutte entre clubs européens qui acceptent quelques juifs, puis qui ne les veulent pas, et les juifs qui vont créer leur propre club et qui souvent dépassent les clubs européens, mais qui ne veulent pas les musulmans. Et avant que les musulmans et les juifs ne se mélangent, il faudra un peu de temps. Alors ici, vous avez deux exemples. C'est celui de Guy Albert, le boxeur en Tunisie, et c'est celui de Salmo Harouche qui est né à Salonique. La famille. C'est peut-être un ancêtre. Ma famille vient de Turquie, effectivement. Champion collégié de Grèce en 1938. Et il faut dire qu'il y a une espèce de choix prioritaire pour la boxe. Les Juifs sont très, très forts en boxe. En Afrique du Nord, tout au monde. Donc, voilà pour
Bien sûr, le club de foot, il y en a. Alors j'ai oublié de vous dire que dans ces clubs, que ce soit en monde ashkénaze ou séfarade, les clubs étaient omnisports. C'est-à-dire qu'on pouvait faire n'importe quel sport à l'intérieur du club, avec des équipes différentes, bien sûr. Alors ici, c'est au Maroc, le club Mania. Ça provient d'archives privées, c'est pour ça que l'image n'est pas très très nette. Et enfin, une équipe extrêmement connue, l'Union sportive de Tunisie, l'UST, qui a joué un rôle important à Tunis et dans le monde, parce que ça a donné ensuite, tous ces clubs étaient des clubs juifs, mais ces clubs juifs, après l'indépendance des différents pays, se sont transformés ou se sont fermés, mais ont donné naissance, ont impulsé des clubs nationaux arabes, si je peux dire. Alors on arrive aux Jeux Olympiques de Berlin. En 1936, vous savez qu'il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver et les Jeux Olympiques d'été. Et avec cette très belle image, très belle affiche, et en fait, la décision de faire les Jeux Olympiques à Berlin date de 1931. C'est en 1931 que le Comité international olympique décide de faire les Jeux Olympiques. Et quand Hitler arrive au pouvoir, 2 ans plus tard, il se passe la chose suivante, c'est que Goebbels, qui a une intelligence de la propagande extraordinaire. Donc, c'est Goebbels qui pense que le sport doit être utilisé pour rallier les gens. Et donc, il va dépenser un argent fou, essayer de faire de la pub en grande série. Par exemple, c'est lui qui imagine la puissance nazie à travers le monde olympique. On peut dire que les fascistes avaient diffusé 1,8 million de brochures en 4 langues, et bien Goebbels, lui, il fait éditer plus de 4 millions de tracts. Vous voyez la différence. Et évidemment, c'est lui. Alors ça, c'est l'aspect propagande. Mais il y a un autre aspect derrière l'organisation de ces jeux. C'est quoi ça ? Il y a un autre aspect derrière ces Jeux olympiques, c'est l'aspect politique. C'est-à-dire qu'à travers ces Jeux, l'Allemagne veut reconquérir une place importante de puissance internationale dans le monde. Je vais aller un peu plus vite parce que je ne veux pas être trop bavarde, je veux vous laisser le temps de me poser des questions. Je disais que ça devient une puissance politique, pourquoi ? Parce qu'elle veut reconquérir sa place qu'elle avait perdue au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et ils imaginent les choses en très grand. Mais il y a quelque chose qui gêne. Il y a quelque chose qui gêne, c'est que les lois de Nuremberg datent de 1935. Les Jeux, c'est 1936. Et donc, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, eh bien, Hitler a éradiqué tous les juifs des clubs existants en Allemagne. C'est comme ça que beaucoup de sportifs juifs ont quitté leur club pour aller s'installer dans des... que beaucoup de sportifs juifs ont été obligés soit d'émigrer, soit de rentrer dans... Parce qu'il y avait une organisation spéciale réservée aux juifs, au moins dans les premières années, de rentrer dans cette organisation pour créer des clubs uniquement juifs. Mais il était évident pour Hitler qu'il ne fallait pas accepter de juifs dans la participation des Jeux olympiques. Et là, j'insiste sur cette idée qui me paraît quand même importante, c'est que Hitler va céder. Hitler va céder devant la montée des grandes puissances, États-Unis, etc., qui demandent à Hitler d'accepter quand même des juifs parmi les participants
des Jeux Olympiques, sinon il boycotte. Et Hitler cède. Il cède en apparence, mais il cède. Ce qui veut dire tout simplement que quand il y a une résistance résolue, eh ben on l'emporte quand même. Donc il cède, et voilà pourquoi, vous verrez sur les panneaux, et voilà pourquoi il y a des Juifs médaillés aux Jeux Olympiques de Berlin, et notamment 3 escrimeuses qui ont les 3 médailles. Les Hongroises. Voilà. Mais qui ont les 3 médailles. Il y a un des Hongrois, ensuite a été tué par les nazis à Budapest. Oui. Oui. Donc, c'est vous dire l'importance. Et par exemple, il y a la meilleure des championnes de saut en hauteur, qui s'appelle Greta Melier. Non, Greta Melier, c'est l'autre. Oui, c'est ça, Greta Melier. Et donc, qui elle avait émigré à Londres, dans l'Angleterre, parce qu'elle pouvait pas, elle voulait assurer sa place, et c'était vraiment une championne. Eh bien, les Allemands lui font du chantage, en lui disant qu'il fallait qu'obligatoirement elle revienne participer aux Jeux Olympiques, sinon c'était sa famille qui allait en prendre plein la figure. J'allais dire un mot grossier, mais j'ai eu peur de toi. De la caméra. Donc, voilà. Et cette femme, qui était la championne, hein, elle a assumé la préparation des Jeux. Elle restait la meilleure dans le saut en hauteur, mais elle a été, même pas quelques jours avant, on lui a dit non, ça ne va pas, tu sautes pas assez haut, ce qui était totalement faux. En réalité, c'est parce qu'elle était juive et que donc il ne fallait pas qu'elle représente l'Allemagne. Elle a été remplacée par une autre femme, et qui était en réalité un homme, un travesti, et on l'a découvert bien plus tard. Alors, bien sûr, vous connaissez l'exploit de Jesse Owens. Jesse Owens est accompagné pour préparer sa course par ces 2 que vous voyez au fond dans l'affiche Sport et Shoah, qui étaient des Juifs, qui l'ont entraîné, qui l'ont aidé. Et au dernier moment, ils ont été éradiqués, eux, et Jesse Owens est resté, mais il a une attitude un peu spéciale. Alors, évidemment, les Jeux Olympiques, avec la vitrine et l'arrière-cour, hein, vous voyez que si tout le monde lève le bras à Hitler officiellement, derrière, eh bien, il y en a qui croisent les mains dans le dos. Si vous me permettez, oui. Juste un petit truc. Si vous pouvez revenir à la précédente. Ça, c'était en 1936, avec le salut hitlérien. En 2015, le Maccabi Europe, grâce au Maccabi Allemagne, a fait les Jeux européens à Berlin, et nous étions là-bas. Ah bon. Et nous avons chanté la Tikva là-bas. Et il y avait une déportée qui a parlé de son vécu, et j'en suis encore tout ému. En 2015. En 2015. En juillet 2015. Bon, voilà. Donc, lever, bien sûr, salut. Et ce qu'on se garde bien de montrer en France, et que vous montre cette photo qui a été retrouvée par un ami dans une brocante, c'est que même les Français saluent comme ça. Et là, ce sont les Français qui saluent Hitler au passage. Ça, on ne le montre pas souvent. Alors, le sport va devenir le moyen de fabriquer l'homme nouveau dans tous les régimes fascistes, nazis ou pétainistes. En Italie,
on en arrive à créer une nouvelle race qui apparaît ici dans une revue. C'est la revue La défense de la race, où vous voyez le glaive qui sépare la tête de l'arien des deux autres, c'est-à-dire le stéréotype noir et sémite. Et bien sûr, alors, si vous voulez, l'homme nouveau, c'est un homme qui est costaud, qui développe ses muscles, pas souvent sa tête ou son cerveau, mais ses muscles, ça c'est sûr. C'est un homme qui suit le chef, et le chef, dans ce cas-là, c'est Mussolini, dont vous avez ici une peinture qui regroupe plusieurs éléments. Et puis c'est surtout attirer la jeunesse, parce que c'est le relais, c'est elle sur qui compte. Et on est surpris, je vais aller un peu plus vite maintenant, mais vous me dites là, parce que quand même, je ne sais pas vous dire. Il est 8 h. Je garde jusqu'à 8 h encore, vraiment? Pas plus, hein? Hein? C'est passionnant. Oui, mais quand même, je ne vais pas vous garder. Je vais aller un peu plus vite. Alors, je disais, c'est un moyen de retenir la jeunesse, d'attirer la jeunesse. Et ce moyen, il existe dans les 3 pays. On a les Balbina en Italie, on a les jeunesses hitlériennes en Allemagne, et on a les jeunesses françaises en France. Mais ces jeunesses, elles sont conquises, véritablement conquises par le pouvoir, parce qu'on leur propose de quoi s'étoffer, mais on leur propose aussi des vacances gratuites, on leur propose de vivre en communauté, ce qui est une véritable joie, et ils prennent beaucoup de leçons chez Baden-Powell, c'est-à-dire que moi, si je compare les jeunesses hitlériennes, notamment les vieux maintenant, qui osent dire qu'ils ont été heureux, parce que ça, ils ne le disaient pas avant. Mais aujourd'hui, ils le disent. Ils disent qu'ils ont été heureux dans les jeunesses hitlériennes. Si on entend ces gens et qu'on enlève, qu'on met de côté le côté nazi proprement, c'est-à-dire xénophobe, raciste, antisémite, etc., vous avez le même discours chez les EI ou chez les Bnei Akiva. Hein. Pareil. Mais pardonne-moi René, je crois avoir lu que dans la tranche d'âge concernée à l'époque de l'Allemagne nazie, 80% de la jeunesse était de toute façon jeunesse hystérienne. Ah, non, oui, c'est oui, ça, tu oui, confirmes. oui, absolument. Ils étaient tous. C'est ça ou rien. Absolument. Mais en plus, c'est qu'il y a aussi derrière ça des avantages. Voilà, la carte du parti dans le régime fasciste ou la carte du parti dans le régime hitlérien permet de trouver un job, permet de trouver un boulot. Même si, souvent chez les Italiens, parce que la différence entre Italie et Allemagne, c'est une différence de mentalité. Donc la différence de l'italien et de l'allemand, c'est que l'italien, il va prendre la carte, il la met dans sa poche, et puis ciao. Tandis que l'Allemagne, il assume. Donc voilà. Alors je vais passer un peu plus vite. Dans le cas allemand, ici, vous avez bien sûr manifestation de la beauté, recherche de la beauté. C'est l'image d'Hitler, quoi. Donc ici, la beauté féminine représentée par cette magnifique athlète, d'où la nécessité de mesurer les athlètes. Et vous avez ici des athlètes qu'on est en train de mesurer. On les mesure totalement, largeur, longueur, épaisseur, tout ce que vous voulez. Mais il y a un autre élément qui joue chez Hitler, c'est que Hitler veut montrer qu'il est aimé par les jeunes. Et donc il multiplie les affiches de propagande où on le voit entouré de jeunes qui sont contents d'être à ses côtés. Voilà cette magnifique image. Et puis une image que Nicole Abou aime particulièrement, c'est l'image que vous avez ici. Ah. Pas toujours. Mariage mixte. C'est le mariage à gauche. Voilà. J'ai l'impression que j'ai perdu le pointeur. Donc,
À gauche, vous avez on interdisait le mariage du Michelin, c'est-à-dire arien et non-arien, que ce soit femme arienne avec non-arien. C'est parce que tu te trompes, c'est là. Ben, c'est là où j'ai appliqué. Voilà. Et alors, ici, pour les punir, ils se baladent avec une grande affiche, comme quoi... Je suis un profanateur de la race. Alors, en France, nous avons encore un cas un peu particulier, c'est l'analyse que fait Pétain, comme tout le monde le sait, un jeune homme de 84 ans. Donc, l'analyse que fait Pétain de la défaite. Il oublie très facilement qu'à la tête de la défaite, il y a les généraux qui commandent, les chefs. Et il dit non, c'est l'esprit de jouissance qu'il a emporté sur l'esprit de sacrifice. Il faut lire ça comme une attaque en règle contre le Front populaire, et contre la démocratie du Front populaire. D'où création lui aussi, donc création de l'homme nouveau avec goût de l'effort, goût du travail, discipline, etc., etc. Et donc c'est ce qui amène la création du commissariat général à l'éducation sportive. Commissariat général à l'éducation sportive, comme il y a un commissariat général aux questions juives, que vous connaissez plus facilement. Et ce commissariat à l'éducation sportive va essayer de bouleverser l'attitude des Français, en commençant par de nouveaux programmes à l'école primaire, en mettant jusqu'à 7 heures de sport par semaine. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'était pas très suivi. Mais voilà, il considère la jeunesse comme une armée nouvelle, avec évidemment ces magnifiques jeunes hommes comme affiche de propagande, où là encore, vous voyez, on montre les torses. Et l'athlète, lui, est obligé de prêter serment. Il y a un serment de l'athlète. Je promets sur l'honneur de pratiquer le sport avec désintéressement, indiscipline, discipline et loyauté pour devenir meilleur et mieux servir ma patrie. Donc là, vous avez un exemple. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là parce qu'il va essayer de rallier l'empire colonial en offrant aux coloniaux des possibilités dans le sport. Alors ici, vous avez une manifestation, je pense que c'est à Alger, où Pétain vient décorer les sportifs. Alors, par contre, ce qui commence à faire un peu mal, c'est qu'on oblige... Vous savez, le régime de Vichy s'est noyé dans la paperasse. Je crois que ça a été une psychose de 2007. Pourquoi? Parce que, je parle d'un cas particulier, ils ont éradiqué les juifs, politique antisémite. Donc, arianisation des professions, arianisation des biens, pas tout le monde n'avait le droit de devenir médecin, etc. Éradication du sport. Alors, pour être sûr qu'il n'y avait pas de juifs dans le sport, et c'est là où je dis qu'ils se sont noyés dans la paperasse, ils font signer à tous les sportifs une déclaration de non-judéité. C'est ce que vous avez ici qu'on ne voit pas bien. Et j'en arrive à la partie la plus dure de cette exposition, c'est-à-dire les sportifs dans les camps de concentration. Et je vais commencer par une citation qui est celle d'Eugène Kogon. Eugène Kogon a été un des premiers à décrire l'univers concentrationnel. Vous connaissez Antelme, vous connaissez Lambein peut-être, mais Kogon est connu pour un bouquin qui s'appelle Le Secret. Et Le Secret, c'était pour montrer que Hitler a toujours caché ce qu'il faisait. Donc, voilà ce qu'il dit. Chose étrange, il y avait dans les camps quelque chose qui ressemblait à du sport. Pourtant, les conditions de vie ne se prêtaient pas particulièrement. La
La SS semble avoir considéré cela comme un panneau réclame. À partir de 1943, les détenus se mirent à pratiquer la boxe. C'est insensé, mais vrai. Il y avait dans les camps des taureaux qui aimaient à faire exhibition de leur force intacte et de leur adresse à distribuer des coups. Et les faibles qui pouvaient tout juste marcher, ces hommes décharnés, épuisés, à demi-morts sur leurs jambes tremblantes, les affamés, assistaient avec plaisir à ce spectacle mystère de la nature humaine. Vous voyez, il y a tout dans cette citation, mais il y a autre chose qu'il ne dit pas et qui rejoint ce que tu as dit sur la musique, c'est qu'en fait, accepter d'être dans une équipe sportive dans un camp, c'était un moyen d'assurer aussi sa survie. Parce que on était, même si on servait de jouet au SS, hein, même dans ce cas-là, mais même dans ce cas-là, on était mieux nourris et donc ça permettait une survie peut-être un peu plus assurée. Voilà. Si je puis me permettre, c'est dans le cas que je citais donc c'est ce film magnifique de Victor Hugo Thérèse. En fait, les Juifs étaient pas bien nourris, un petit peu mieux comme tu le dis, mais ils combattaient contre des SS quand même. Il faut le dire, c'était pas que des combats entre Juifs. Ouais, tu peux en parler peut-être. Oui, mais les combats étaient truqués. Bien sûr. Il ne fallait pas que le Juif l'emporte sur le SS. Il ne fallait pas gagner, et pourtant il partait avec un sacré handicap. Et donc, c'était vraiment un jouet. Mais ils acceptaient de se prêter au jeu parce que tout était possibilité de survie. Alors, voilà un exercice exécuté dans la cour de Mauthausen par des déportés, donc obligatoire. Hein. Alors, les gens arrivent à quelque chose, mais vous aurez l'occasion de voir sur les panneaux, j'en arrive à quelque chose, à un camp un peu spécial. C'est le camp de Térésine. Le camp de Térésine, c'est ce qu'on a appelé le camp vitrine. Pourquoi le camp vitrine? Parce que quand la Croix-Rouge a voulu visiter ce camp, et elle est venue visiter ce camp, on a tourné des films pour la Croix-Rouge. Et c'était des films de propagande où c'était les déportés qu'on avait un peu alimentés un peu avant. On avait ravalé toutes les façades des maisons, on avait fabriqué des fausses infirmeries, des faux hôpitaux, etc. etc. Donc c'est ça que j'appelle le camp vitrine, et qui est véritablement un camp vitrine. Alors dans ce camp vitrine, en plus, grand mensonge, les gens qui arrivent, qui sont envoyés à Térésine, ont la pensée intime qu'ils vont travailler. Ils ne savent pas ce qui les attend. D'où cette image un peu insolite que je vous montre et que j'ai trouvée à Yad Vashem. Ce sont des sportifs, des athlètes juifs arrivés à Térésine en 1941. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens heureux. Alors, explication, mais je n'en suis pas sûre, ce sont des hypothèses que j'aimais. Soit c'est une photo prise pendant le film qu'ils ont tourné pour faire de la propagande, soit c'est tout à fait à l'arrivée des athlètes qui pensaient qu'ils allaient faire du sport. D'où on a cette image un peu étonnante. Et il y avait, je ne développe pas, vous verrez, il y avait à Térésine, malgré tout, comme il y avait de la musique à Térésine, il y avait des opéras qui ont été écrits à Térésine, il y avait des morceaux de musique qui ont été écrits à Térésine, et il y avait du théâtre, il y avait de tout à Térésine, il y avait du sport, et il y avait des matchs de foot qu'on regardait. J'ai les images là, vous les regarderez sur le panneau si vous en avez le temps. Donc il y a des matchs de foot qui se sont déroulés à Térésine, même en dehors de la propagande et tout ce que vous voulez. C'était de véritables, il y avait une équipe de foot. Alors le problème pour Térésine, c'est valable pour la musique, c'est valable pour les opéras, c'est valable
pour le théâtre, c'est qu'il y avait des joueurs qui partaient pour Auschwitz, ils ne restaient pas à Térésine. Donc il fallait trouver la relève. Et très souvent, pour le même poste, on avait plusieurs personnes qui jouaient en même temps pour assurer la relève. Il y a un exemple qu'il a dû vous donner, c'est l'exemple de Brondibard. Brondibard, c'est l'opéra pour enfants, hein, qui a été fabriqué et tourné et fait à Térésine. Eh bien, dans le cœur des enfants, il y avait choisi d'avance 3 enfants pour un. Parce qu'on assurait comme ça la relève. Alors j'en arrive à quelques cas. Je ne vais pas vous parler d'Alfred Nakache, je ne vais pas vous parler de Victor Young-Pérez, vous connaissez. Mais je vais vous parler de quelques cas un peu particuliers, et notamment de Julius Hirsch, que vous voyez ici, là, et que vous voyez... C'est le problème avec le pointeur. Tu voilà. pointes ou tu tires? Alors, donc, Julius Hirsch est un... Pardon? Non, j'ai un problème avec le pointeur, tu pointes ou tu tires? Comme un pétanque. Bien sûr. Ah, je suis pointeuse, moi. Je ne tire pas, je pointe. Une bonne pointeuse. Bon, on ferme la parenthèse. Donc, Julius Hirsch est un génie. C'est, je crois, le plus grand génie du football qui ait existé dans le monde. C'est quelqu'un qui est rentré dans le foot à l'âge de 12 ans. Il n'en est plus sorti parce que c'était un véritable champion. Et ce Julius Hirsch, eh bien, a été éradiqué de son club, bien sûr, et entre-temps, il avait épousé une Arienne, et il pensait que, épousant une Arienne, ses enfants seraient épargnés, et que lui-même serait épargné. Alors, il a essayé de fuir, il n'a pas pu, finalement, il a été attrapé, mis dans le train pour Auschwitz, et on ne sait pas. Jusqu'à l'heure actuelle, on pense qu'il est décédé mort à Auschwitz, mais on ne sait pas s'il n'est pas descendu du train avant et qu'il a été perdu, quoi. Et ses enfants et sa femme ont été aussi déportés malgré tout, même d'origine arienne, et ils en sont sortis. Et son meilleur ami, ça vous le verrez dans le panneau, son meilleur ami a réussi à fuir au Canada. Mais c'est quelqu'un, alors ça c'est des gens, comment dire, moi je ne connais pas le foot, hein, je ne m'intéresse pas beaucoup au foot, mais vous pourriez me dire un joueur de foot de renommée internationale, qui? Zidane. Voilà, Zidane, oui. C'est le Zidane avant la lettre, peut-être même plus que Zidane, parce qu'il promettait d'être quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, je reviens en arrière, je ne sais pas pourquoi, mais voilà le foot à Térésine. Alors, Nakache, que vous reconnaissez, bien sûr. Allez, j'ai paumé encore. Non, c'est en Voilà, ici. Alfred Nakache, accompagné de ces gens qui l'ont aidé. Oui, lui, Nakache a survécu. Nakache a survécu et il a fini sa vie. Il a continué à... Et là, vous avez toute une affiche, un panneau sur Nakache. Comme il est très connu, je ne vais pas vous en parler beaucoup. Sachez simplement qu'il était prof à Toulouse. Et quand je vais vous parler de résistance et collaboration, je vais vous citer le cas de l'OM, mais il y a un autre cas qui a joué un rôle très important, c'est le club de Toulouse qui a supporté Nakache, et Nakache a été dénoncé. C'est sur dénonciation qu'il est parti, qu'il a été déporté, lui, sa femme et sa fille. La petite et la femme ont été immédiatement arrivées à Auschwitz, emportées à chambre à gaz. Lui est resté et bon, pendant de très très nombreuses années, il a tenté le retour de sa femme. Bon, il a fini donc à Toulouse, mais il a continué une carrière internationale quand même. Il s'en est sorti. C'est pas le cas du boxeur Young. Alors, il n'y a pas que les Juifs qui ont supporté
vindicte des nazis, il y a aussi des boxeurs de haut niveau comme Johann Trollmann, qui est un tzigane et qui a été lui aussi déporté et assassiné. Alors j'en arrive à collaboration et résistance, et je vais vous parler de ce monsieur qui n'est pas très connu, et c'est dommage. Gino Bartali, Très connu. comme coureur, mais pas comme résistant. Comme résistance, c'était caché. Comme coureur, il est connu. C'est un géant. C'est un géant du cyclisme. Mais en tant que... Pourquoi il n'est pas connu? Parce qu'il ne voulait jamais parler de sa résistance. Il n'a jamais voulu parler et il a interdit à ses enfants d'en parler. Or, il a pratiqué la résistance énorme parce que personne ne se doutait que dans son bidon, quand il faisait ses tours, etc., il avait caché les faux papiers qu'il destinait aux Juifs pour les sauver. Et évidemment, Max Nevers, qui est un catcheur et qui est franc-tireur et partisan, donc, et qui a joué un rôle, évidemment, dans la résistance, dans la compagnie des chemins de fer. Voilà. Et j'en arrive à la fin. Je ne peux pas vous parler de l'OM, mais vous pouvez me poser des questions. Après la guerre, eh bien, après la guerre, on a, c'est ce que j'ai appelé les héritages. Premier héritage, l'habitude de servir du sport comme propagande. C'est la première fois, je ne sais pas si j'ai mis une image, non. Bon, je vais avancer pour les trouver, voilà. C'est la première fois lors des Jeux Olympiques de Berlin qu'on va utiliser la télévision. Et c'est devenu une institution. C'est la première fois que ceux qui ne peuvent pas assister aux Jeux, ne pas être dans l'arène, eh bien, ils suivent sur écran de télévision dans des salles qui ont été aménagées pour elles. Et puis, deuxième héritage, je reviens en arrière, le deuxième héritage, c'est celui-ci. C'est que vous avez sûrement entendu parler des personnes dans les camps déplacés. Vous savez que ce problème concerne les gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Soit qu'ils ne veulent pas rentrer chez eux, soit que le pays ne veut pas les prendre et que personne ne veut les prendre. Parce qu'à l'époque, c'est pire que les migrants aujourd'hui. Personne ne les veut. Donc, ils sont restés dans les camps qui sont devenus mieux aménagés, des camps de personnes déplacées, et ça a duré jusque dans les années 50, ce qu'on ignore le plus souvent. C'est-à-dire jusqu'au moment où ils vont pouvoir partir en Israël, en Palestine, oui, après la création d'Israël. Mais avant déjà, ils faisaient partie de l'Aliyah clandestine quand ils pouvaient partir dans cette Aliyah clandestine. Et donc, avant de les envoyer en Palestine, il fallait les former. Et donc, pour les former, se multiplier dans les camps de personnes déplacées l'utilisation du sport. Alors voilà quelques exemples. À Bergen-Belsen, une équipe de foot. À Bergen-Belsen, une leçon d'éducation pour les enfants et des tas d'images de Bergen-Belsen, avec notamment formation, renaissance des équipes Maccabi. Voilà, je vous remercie. Merci. L'OM, parle de l'OM. Oui. On parle pas de l'OM à Marseille. Obligé de parler de l'OM. Non, parce que vous avez... Non, mais dis-nous ce qui n'est pas sur le panneau, parce que c'est alors, tellement plus que ce qu'il y a sur le panneau. Oui, alors, si vous voulez, est-ce qu'il y a une autre question? Non, mais on peut dire... Mais par contre, Nakache, il s'est entraîné... Enfin, il a gagné... Il a été champion dans la piscine. Ah oui, au Cercle des Nageurs. En 1941. Ouais. Il a remporté le championnat de la brasse libre et de la brasse patine. On a eu un descendant qui est venu... qui était descendu. Oui, un descendant qui a témoigné, c'est très émouvant. Et quand à Thérésine, on a fait un voyage avec ça. Quelqu'un de sa famille. Oui, nous aussi, on a fait un voyage avec ça. C'était les enfants après son deuxième mariage. Sa tante. Oui, sa tante.
Avec qui? Avec qui? Avec la fille d'une de ses cousines. Ah oui. Ah, et l'OM. Je me rappelle pas si Alors, les enfants. ouais, Nakash, d'ailleurs, il y a un très beau film sur Nakash que vous pouvez voir ici. Oui. Il y en a parce que deux. Martine va le programmer dans son... Et il a professé Nakash à la faculté de Toulouse quand il était prof de gymnastique. Et mon mari, qui a fait l'ANSET à Toulouse, l'a eu comme prof de gymnastique. Et jamais il ne parlait, il ne savait pas, ses étudiants ne savaient pas qu'il avait vécu. Ils ne savaient pas. Donc voilà. Et nous, on avait fait une année à Arès, on avait fait venir quelqu'un qui le connaissait bien, de sa famille, je crois que c'est sa sœur ou sa tante, et qui était venu parler de Nakash, parce qu'on avait fait venir Christian Meunier, qui a été à l'origine, qui a coordonné le film, qui a travaillé sur Nakash. Donc voilà. Alors l'OM a fait partie, comme le club de Toulouse, mais l'OM a mieux réussi. Des résistants à l'obligation du commissariat aux questions juives d'éradiquer les joueurs juifs de l'OM. Donc, plusieurs fois, le président de l'OM reçoit l'ordre de ne plus faire jouer. Il trouvait inadmissible que des joueurs juifs jouent dans cette équipe de l'OM qui a été sacré champion, puisque vous savez qu'au moment de la séparation entre la zone nord et la zone sud, il y a eu des championnats de foot différents. Et il y avait un championnat de foot donc français, qu'on appelle de France, dans la zone sud. C'est l'OM qui l'a emporté. Mais ce n'est pas catalogué aujourd'hui dans les performances des clubs, parce que ça s'est passé pendant 41-42. Donc dans ce club OM, qui était si puissant, le président donc, reçoit l'ordre d'éradiquer les juifs. Or, il y avait plusieurs juifs dans l'équipe de l'OM. Je mélange les années, je ne vais pas vous... Alors, il y avait un juif nord-africain qui s'appelait Dahan. Il y avait plusieurs joueurs qui avaient été arrachés à la Goa, et donc de Vienne, et qui s'appelaient Donenfeld, Wetzkopf. Et Wetzkopf, on l'a appelé la gauche mortelle, parce que quand il lançait un coup de ballon avec sa gauche, on ne résistait pas. Et donc, ces gens-là étaient joueurs de l'OM depuis de nombreuses années. Et Wetzkopf a fini, c'est Wetzkopf ou un autre dont j'ai oublié le nom, qui a fini comme entraîneur, parce que Wetzkopf est retourné ensuite dans son pays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'OM a fait la sourde oreille, d'abord. Puis, on laissé jouer. Et puis, finalement, pour arrêter ces poursuites, parce que quand le commissariat aux questions juives commence à poursuivre quelqu'un, elle ne le lâche plus. Donc, pour arrêter ces poursuites, ben, ils n'ont rien trouvé de mieux que de débaptiser ces joueurs. C'est-à-dire leur donner un autre nom. Ah oui, sûr, le rebaptiser. Voilà. Et ils sont, par exemple, ils ont été, l'un est devenu Dany, l'autre est devenu Virage. Alors, allez chercher sous le nom de Dany ou de Virage un nom juif. Et c'est comme ça qu'ils ont pu, comment il s'appelle, Dahan, lui, on l'a déclaré catholique. Sûrement avec un faux certificat, comme développé beaucoup le vicaire de Delay. L'OM est exemplaire. Voilà. Et ils ont pu échapper à la Gestapo. Donc ça, c'est un exemple que j'avais trouvé, j'avais découvert en faisant ma thèse et qui m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Voilà pour l'OM. Merci beaucoup. Bon, vous dormez, quoi. Non, mais c'était clair. Ben c'est pas. Qu'est-ce que tu veux que de plus que ce que tu as dit? C'est déjà pas mal, hein? Faut pas... Vous en avez absorbé. Oui, voilà. Il faut le temps, on digère. Ça y est, tu as tout fini?
Ça y est, j'arrive à la... Non, elle allait recommencer pour toi, mais bon, après. Merci. Merci de votre écoute. Merci.